Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale auront lieu bel et bien à Marrakech du 9 au 15 octobre prochain. Les deux institutions internationales maintiennent la tenue de ce conclave mondial à la cité Ocre. Un message de solidarité envers un pays qui a fait preuve d'une grande résilience dans un contexte de crise. Nous irons ensuite à Tétouan où la mobilisation se renforce du côté des pharmaciens. Les officines du pays se mobilisent pour acheminer les médicaments aux zones sinistrées. Jusqu'à présent, plus de 300 tonnes de médicaments sont arrivées à bon port. La vie reprend peu à peu ses droits dans les provinces touchées par le séisme. Les élèves ont retrouvé les bancs de l'école. Nous irons à Taroudant où plusieurs centaines d'élèves ont été transférés, logés et nourris dans un internat. Bonsoir à tous. Les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale auront lieu bel et bien à Marrakech comme prévu. Les deux institutions internationales ont affirmé hier le maintien de ce conclave mondial du 9 au 15 octobre 2023 dans la ville Ocre. Une décision qui témoigne de la confiance dont bénéficie le Maroc auprès de ces deux institutions, notamment dans le sillage de la question de la gestion efficace, efficiente et urgente des effets et des conséquences de la tragédie du séisme d'Al Haouz, conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Cette décision fait suite aux diligences menées conjointement avec le gouvernement marocain, leur permettant de prendre connaissance au cours de ces 10 derniers jours des différentes propositions prises par le Royaume pour gérer les conséquences du séisme sur les plans humains et matériels et de constater la capacité de la ville de Marrakech à accueillir cet événement dans les meilleures conditions. Et depuis New York, la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a salué la réponse du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI suite au séisme qui a frappé la région d'Al Haouz, louant au passage l'élan de solidarité spectaculaire qui s'est organisé un peu partout dans le pays. Écoutez ses propos. It is a message of solidarity with Morocco. It is a message of solidarity with C'est un message de solidarité envers le Maroc, un message de solidarité envers tout autre pays qui fait face à des chocs et des crises. Nous vivons dans un monde secoué de plein fouet par de multiples crises. Il est très important qu'en ces temps difficiles, un pays se rassemble et fasse preuve de solidarité. C'est justement toute la symbolique du maintien des assemblées du FMI et de la Banque mondiale à Marrakech. J'ai vu comment les Marocains se sont unis, leur générosité de cœur. Je sais que lorsque nous viendrons, nous serons accueillis avec la même générosité. Les Marocains ont fait montre d'un élan de solidarité remarquable pour venir en aide aux personnes affectées par le séisme. J'ai été pendant 5 ans commissaire humanitaire et chargé de la réponse aux crises et j'ai constaté à maintes reprises que lorsqu'une nation s'unit, elle peut surmonter les défis les plus dramatiques. La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a également annoncé que le FMI va accorder au Maroc un prêt de 1,3 milliard de dollars. Un prêt destiné au renforcement de la résilience du Maroc face aux risques climatiques et à son impact. La directrice générale du FMI, qui prend part à New York à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, a indiqué que le changement climatique fait partie des défis majeurs qui se posent à la communauté internationale. Les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale se tiendront comme prévu à Marrakech aux mêmes dates. Nous en parlons ce soir avec Sharqawi Roudani, professeur universitaire et expert en stratégie sécuritaire. Professeur Roudani, bonsoir. Bonsoir madame, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie. Alors le FMI et la Banque mondiale maintiennent donc leurs assemblées annuelles à Marrakech. Elles auront lieu bel et bien du 9 au 15 octobre prochain. Quels sont les symboles de cette décision à seulement quelques jours après le séisme d'Al Haouz ? La première chose qui est très importante qu'il faut soulever, c'est cette réponse adaptée, adéquate du Royaume du Maroc face à ce tremblement de terre qu'a connu la région d'Al Haouz. Une réponse qui a été bien peaufinée et établie par Sa Majesté le roi Mohammed VI depuis très très longtemps d'ailleurs. Il faut souligner que Sa Majesté, depuis très longtemps, d'ailleurs dans le discours de 2013, il a bien souligné l'importance de la mise en place de toute une stratégie globale
pour faire face aux catastrophes naturelles et aussi à cette gestion de crise des catastrophes naturelles, notamment les tremblements de terre ou bien les inondations ou même bien la sécheresse. Et aujourd'hui, nous sommes dans une stratégie de 2020-2030 qui a été établie. Donc, le Maroc, face à ce séisme, il y avait cette réponse qui était très pointue. Deuxième chose très importante, c'est ce professionnalisme et aussi professionnalisme de l'écosystème qui était dans l'action, qui a géré cette action de gérer cette épreuve. Donc, et de fait, aujourd'hui, le Maroc, à l'échelle internationale, est devenu donc une puissance qui est capable de gérer ce genre de défis à l'échelle internationale. Et donc, de fait, le FMI, le Fonds monétaire international, ou bien la Banque mondiale, qui sont des institutions de Bretton Woods de dimension internationale, ont vu que cette gestion, elle est efficace. Et cette gestion, elle est exemplaire et il y a un leadership de Sa Majesté pour gérer ce genre de crise. Et de fait, aujourd'hui, il y a ce maintien qui montre qu'il y a aussi des relations qui sont très étroites et très importantes et fortes d'ailleurs entre le Maroc et les institutions de Bretton Woods. Et deuxième chose, il y a aussi une reconnaissance de leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI parce que d'ailleurs le Maroc c'est un pays pionnier dans la mise en place de toute une stratégie globale de réforme politique et économique. Et l'économie marocaine, il a fait toute une amélioration de sa résilience face à plusieurs chocs. D'ailleurs, la pandémie Covid-19, le Maroc, il a su bien gérer cette crise et aussi maintenant avec le séisme et même avec la crise russo-ukrainienne, l'économie marocaine commence à voir donc sa santé et donc de fait aujourd'hui devant cette leadership, devant ce modèle avant-gardiste dans le continent africain. D'ailleurs, depuis 50 ans que cet événement n'a pas été accueilli dans le continent africain depuis le Kenya en 1973. Donc je pense aujourd'hui le Maroc qui va abriter donc il s'érige en tant que puissance continentale, un pays qui est capable aussi de concevoir et d'apercevoir des solutions pour le continent africain. D'ailleurs, qu'il faut dire qu'il passe d'un épisode post-indépendance à un épisode post-dépendance. Et de fait, aujourd'hui, devant ce qui se passe dans le continent africain, avec les problèmes de la démographie, l'instabilité économique, la sécheresse, les changements climatiques, donc je pense aujourd'hui, il faut des réponses adéquates et appropriées. Et je pense d'ailleurs, Sa Majesté, à maintes reprises dans les discours du sommet, depuis le retour institutionnel du Maroc à l'Union africaine, Sa Majesté n'a cessé de dire qu'il faut essayer de regarder le continent africain avec des unités africaines, parce que le problème des dettes publiques dans le continent africain commence à avoir et à peser sur l'économie nationale africaine. Donc, de fait, aujourd'hui, le Maroc, en abritant cette conférence, je me rappelle très bien aussi de cette conférence lors de la COP 22 à Marrakech, où il y avait le sommet de travail qui a été présidé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, avec ses homologues continents africains, des présidents et chefs d'État africains, où il y avait une stratégie, une feuille de route pour faire face à plusieurs défis, à plusieurs enjeux pour le continent africain. Et dans ce siège de solidarité, le FMI annonce avoir conclu un accord de principe pour débloquer un prêt de 1,3 milliard de dollars en vue de renforcer la résilience du royaume face aux catastrophes liées au climat et au séisme. Un autre message de solidarité avec le royaume, un pays résilient face aux situations de crise. Bien sûr, parce que quand vous gérez une crise avec cette façon exemplaire, d'accord. D'ailleurs, le Maroc, depuis le séisme d'Al Hoceima, il a montré une certaine proactivité dans la façon de concevoir la gestion de ce genre des épreuves et de ce genre de crise, des catastrophes naturelles. Depuis le discours de Sa Majesté, le lendemain, on se rappelle bien, le lendemain du discours de 2004, lors du séisme d'Al Hoceima, Sa Majesté a prononcé un discours très très important. Et d'ailleurs, les autorités publiques, ils ont saisi le message et ils ont décliné ce discours en une stratégie qui, on parle aujourd'hui, la stratégie nationale de la gestion des catastrophes naturelles et qui, dans ses fruits aujourd'hui, ont vu la rapidité, ont vu le professionnalisme de l'écosystème qui a géré cette épreuve. Et donc, je pense aujourd'hui, le Maroc montre qu'il a ses paramètres de force. C'est un pays qui est très très important. C'est un pays qui a donc un écosystème très très important, une interopérabilité entre plusieurs autorités qui fait ériger la défense civile marocaine en tant que priorité nationale. Donc je pense aujourd'hui, donc il faut souligner d'une manière très importante aujourd'hui aussi cette symbiose
qui s'érigé dans ces moments de crise entre les Marocaines et les Marocains, cette solidarité qui a épaté tout le monde, si vous acceptez le terme, que les Marocaines et les Marocains, dans les moments des crises et des épreuves, se réunissent la main dans la main pour gérer et pour concevoir leur futur avec un avenir plus fort et très fort. Donc je pense aujourd'hui, tous ces messages ont été bien ficelés par la communauté internationale, que ce pays c'est un État-nation avec un roi, avec un pilote qui est capable de gérer les crises. Donc je pense aujourd'hui, on devrait être fier de notre pays, de cette façon, comment il a géré cette crise, même aussi certaines qui essayent parfois ces gens qui voulaient donner des leçons à notre pays. Donc, mais le Maroc démontre, chemin faisant, que sa manière de gérer la crise et l'épreuve, elle a été extraordinaire, elle a été solide. Et c'est la première fois en 50 ans que les assemblées annuelles de la FMI, du FMI plutôt, et de la Banque mondiale se tiennent sur le continent africain. Marrakech sera le centre du globe pour parler des enjeux économiques mondiaux. Que retient-on essentiellement à l'agenda de cette grand-messe internationale? Écoutez, aujourd'hui, il y a des défis majeurs que connaît le monde. Nous sommes dans une mondialisation féroce envers le continent africain. Aujourd'hui, il y a des changements climatiques qui sévissent dans le continent. Il y a des inondations, il y a une instabilité politique. D'ailleurs, tout le monde sait ce qui se passe maintenant avec des changements inconstitutionnels que connaît l'Afrique de l'Ouest et d'autres régions du continent africain. Il y a un problème aussi de la démographie. Il y a aussi un problème de pauvreté. Il y a aussi un problème de perception de post-indépendance vers post-dépendance. Donc, de fait, aujourd'hui, cette gestion doit être élaborée avec une stratégie globale. Le monde, aujourd'hui, nous sommes dans une géopolitique où il y a une confrontation avec le nord global, avec le sud global. Le continent africain, c'est un continent qui est très malade. Et il y a des problèmes qui sont malheureusement, qui nécessitent avec urgence et avec une nécessité de trouver une solution, avec un système de conflit majeur, avec des paramètres visibles et des paramètres invisibles. Aujourd'hui, le continent africain, il a besoin de financement, il a besoin de développement, il a besoin aussi de restructuration et d'amélioration de la vie de la population africaine. Donc, de fait, aujourd'hui, le Maroc, porte-parole, d'ailleurs, il ne faut pas oublier, à maintes reprises, Sa Majesté le roi Mohamed VI n'a cessé, n'a ménagé aucun effort pour porter cette voix à l'échelle internationale en disant il faut que le continent africain assume ses responsabilités. Et il faut aussi que l'Occident assume ses responsabilités, parce que les pays industrialisés doivent assumer aussi leurs responsabilités. N'oublions pas que plusieurs pays africains sont des pays classés des PMA, des pays moins avancés, avec des dettes publiques qui pèsent sur leur économie. N'oublions pas aussi que la crise russo-ukrainienne avait et aura des impacts sur le continent africain et sur plusieurs pays du continent africain. D'ailleurs, il y a plusieurs pays qui n'ont pas de blé, il y a plusieurs pays qui n'ont pas on ne parle plus aujourd'hui de sécurité alimentaire, on ne parle plus aujourd'hui. Donc je pense aujourd'hui, le développement, comme disait Sa Majesté, c'est la condition sine qua non de la sécurité. Donc je pense que c'est pourquoi aujourd'hui le FMI, la Banque mondiale doivent assumer leurs responsabilités. Parce que la stabilité du continent africain, c'est la stabilité du monde. Et donc c'est pourquoi je pense aujourd'hui plusieurs décisions. Aussi l'agenda il est très chargé parce que vu il y a plusieurs ONG, plusieurs gouvernements, je pense 189 pays qui seront présentés avec des ONG et avec aussi des associations civiles et des experts à l'échelle internationale. Donc le Maroc, je pense qu'il est très important, comme il l'a fait dans la mise en place de plusieurs structures sécuritaires pour lutter contre le terrorisme en abritant par exemple la conférence internationale de la lutte contre Daesh, ou bien le bureau onusien de la lutte contre Daesh, ou bien le Maroc fait partie de Focus Africa de lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, le Maroc montre que c'est un pays africain. Il voit l'Afrique, il voit l'intérêt de l'Afrique et je pense que c'est très important que la communauté internationale doit changer ses lunettes de regarder l'Afrique en finançant, en développant le continent africain, parce que c'est la condition sine qua non pour que ce continent arrive d'assumer ses responsabilités dans la géopolitique mondiale. Monsieur Sharkawi Roden, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire et expert en stratégie sécuritaire. Merci beaucoup.
La vie a repris son cours dans l'ensemble des zones touchées par le séisme, mais la solidarité s'exprime toujours en force un peu partout. Nous le verrons cette fois aux côtés des pharmaciens. À pied d'œuvre, ils ont acheminé plus de 300 tonnes de médicaments. Reportage à Tétouan avec Fna Chakir Alaoui, Abdelali Gnouni et Boubkar Bnabret. Au siège du syndicat des pharmaciens d'officine de Tétouan, c'est la mobilisation. Dans les premières heures ayant suivi la tragédie, pharmaciens et préparateurs en pharmacie veillent jour et nuit à la constitution de stocks de médicaments et de produits de santé de première nécessité. Les cartons seront ainsi acheminés vers les hôpitaux de proximité où sont soignés les blessés du séisme d'El Haouz. Tous les pharmaciens de la région nord du Maroc ont répondu à l'appel de dons de médicaments. Il s'agit des pharmaciens des villes de Tétouan, de Martil, de Mdiaq et de Ouadlaou. كنشكرهم بزاف حيت ساهموا معنا والحمد لله راه وفروا لنا جميع الادويه اللي محتاجين فيها في ذاك المنطقه. Des centaines de tonnes de médicaments ont été déjà acheminées vers l'ensemble des hôpitaux et des structures sanitaires dans les lieux sinistrés. Il s'agit de médicaments de réanimation, d'anesthésie. Il est aussi question d'antalgiques, d'anti-inflammatoires et d'antibiotiques. Les dons de médicaments seront acheminés vers la ville de Teroudant, où nous avons sur place un pharmacien qui est en contact permanent avec les autorités, lesquelles sauront distribuer ces dons en fonction des besoins de chaque hôpital où sont soignés les blessés. À cela s'ajoute la contribution du Conseil régional des pharmaciens du Nord et du Sud d'un montant d'1,5 million de dirhams au Fonds spécial 126 pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché la région d'El Haouz. Plus de 300 tonnes de médicaments ont déjà été acheminées vers les zones sinistrées par le séisme. Selon le dernier bilan provisoire, le tremblement de terre d'El Haouz a fait 2946 morts et 5674 blessés. Les cours reprennent dans les zones touchées par le séisme. Les élèves ont retrouvé hier les bancs de l'école. Au niveau de la province de Teroudant, la mobilisation est à son apogée. Élèves, collégiens et lycéens sont transférés dans des internats à Tiliwin. Ils y poursuivent leurs études en attendant la reconstruction de leurs établissements. Mohamed Nasseri, Rachid Diken et Zakaria Moukenbillah. Réunis dès les premières heures de la matinée, ces élèves des communes rurales Assaki et Tizikzawin prennent le bus, direction Tiliwin. Leur ancien établissement scolaire effondré ou ayant subi de sérieux dégâts, il aurait impossible d'y poursuivre leur scolarité. À Tiliwin, ces élèves pourront retourner au banc de l'école et étudier dans des conditions normales. Les internats et les salles de classe de notre établissement ont été très affectés par le séisme. Nous devons poursuivre notre scolarité. Nous étudions à Assaki. Nous sommes enthousiastes de commencer une nouvelle expérience. Après le séisme, notre collège n'est plus viable. Cette opération nous a réconfortés. Des répliques continuent à se produire dans la région. La population souffre encore des effets de cette catastrophe. La prise en charge de nos enfants nous soulage beaucoup. Au lycée Mohamed VI de Taliwin, un accueil des plus chaleureux est réservé aux nouveaux arrivants. En plus de reprendre les cours, les élèves bénéficieront d'accompagnement et d'assistance psychologique afin de les aider à surmonter les preuves difficiles qu'ils ont endurées. Les élèves des zones touchées par le séisme seront totalement pris en charge pour le logement et la nourriture. Nous avons mobilisé tous les équipements nécessaires au niveau de notre lycée. Il faut sauver l'année scolaire pour ces étudiants et éviter le décrochage. Cette solution se poursuivra jusqu'à la réhabilitation des établissements sinistrés. L'Académie régionale de l'éducation et de la formation de Souss-Massa a mobilisé 35 cadres, architectes, ingénieurs, cabinets d'études et bureaux de contrôle pour évaluer la situation, en plus de la mise en place d'équipes chargées de la planification et du suivi du transfert des élèves. Nous retrouvons à présent en direct depuis Casablanca Maître Nisrine Roudan, avocate au barreau de Casablanca. Maître Roudan, bonsoir. Nous évoquons avec vous un sujet prioritaire et crucial, celui de la prise en charge immédiate des enfants orphelins qui se trouvent aujourd'hui sans famille ni ressources. La riposte de Sa Majesté le Roi s'est faite avec célérité par la décision de leur octroyer le statut de pupille de la nation. Que signifie ce statut et quelles sont ses caractéristiques ?
Bonsoir Madame, et je vous remercie pour l'invitation. Tout d'abord, en cette période de deuil, mes pensées et mes plus sincères condoléances vont à Sa Majesté le Roi, aux familles des victimes et à tout le peuple marocain. Je tiens à dire que votre douleur est la nôtre, nous sommes et nous resterons solidaires. Pour répondre à votre question, le statut de pupille de la nation est une mesure exceptionnelle qui a été mise en place par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour justement répondre à cette situation critique des enfants orphelins qui malheureusement se sont retrouvés du jour au lendemain en quelques instants sans famille ni ressources à la suite du séisme. Ce statut représente une reconnaissance officielle de la responsabilité de la nation marocaine envers ses enfants vulnérables. Concrètement, il signifie que l'État marocain prend en charge la protection, le bien-être et l'avenir de ses enfants, et ce conformément aux dispositions de la loi 3397, qui justement sera modifiée à l'occasion pour inclure cette catégorie d'enfants victimes du séisme. Selon cette loi, le bénéficiaire du statut de pupille de la nation doit avoir moins de 20 ans, à moins qu'il ne poursuive ses études ou soit incapable de travailler. Je voudrais aussi souligner à l'occasion que cette loi couvre également les enfants qui sont nés orphelins pendant la période allant de la gestation minimale à maximale telle qu'elle est définie par la loi. Les caractéristiques essentielles de ce statut incluent bien sûr la prise en charge intégrale des besoins de ces enfants, de leur éducation, de leur santé et de leur avenir professionnel. Ils bénéficieront d'une assistance complète pour assurer justement leur épanouissement. Je voudrais aussi souligner que le statut de pupille de la nation offre ainsi une sécurité juridique en garantissant à ces enfants des droits spécifiques et une reconnaissance légale de leur situation. Et dans ce statut, il y a aussi plusieurs volets, l'éducation, la formation, l'emploi, la santé et j'en passe. Comment ces services et prestations sociales devront-ils bénéficier à ceux qui vont accéder au statut de pupille de la nation ? Justement, les enfants qui accéderont au statut de pupille de la nation auront droit à une série de services et de prestations sociales essentielles. Leurs droits fondamentaux en tant que citoyens marocains seront protégés. En ce qui concerne l'éducation, par exemple, ils auront accès à un enseignement de qualité pour développer leurs compétences intellectuelles. De plus, des programmes de formation spécifiques seront mis en place pour leur permettre d'acquérir des compétences pratiques et professionnelles. On a vu concrètement, comme vous l'avez cité dans le reportage, le placement de ces enfants dans des internats scolaires dans les villes avoisinantes. L'objectif est de les préparer à un avenir prometteur malgré les défis auxquels ils ont été confrontés et le trauma psychologique. Sur le plan de la santé, ces enfants bénéficieront des soins médicaux gratuits, ce qui englobe la prise en charge des frais médicaux, y compris la chirurgie si nécessaire, ainsi que les services de rééducation. N'oublions pas qu'il y a beaucoup de blessés. Ils bénéficieront également de la priorité pour accéder à des postes dans l'administration de l'État, dans les établissements publics, dans les collectivités locales, mais aussi pour participer au concours d'entrée dans les grandes écoles. Et ce n'est pas négligeable. Concrètement, ces enfants vont bénéficier, les enfants qui vont bénéficier du statut de pupille de la nation, ils vont recevoir une carte qui va être délivrée par la commission chargée d'accorder ce statut une fois qu'ils seront recensés. Cette approche globale, je souligne, vise à garantir leur bien-être physique et psychique et à assurer leur rétablissement en cas de problème de santé. Et c'est une mesure phare qui s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence lancé par le souverain suite au séisme d'Al Haouz, une traduction de la haute sollicitude dont le souverain entoure l'enfance, une catégorie vulnérable qu'il faut protéger contre toute forme de vice ou d'exploitation, surtout dans ce contexte difficile à bien des égards. Justement, vous faites bien de le souligner, les risques de dérive sont importants et les risques d'exploitation aussi sont importants, d'où la nécessité de mettre en place des garde-fous. Et la décision d'octroyer le statut de pupille de la nation aux enfants touchés par le séisme dans la région de Haouz reflète à juste titre l'engagement profond de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
envers l'enfance marocaine. Dans un contexte difficile et chaotique provoqué par cette catastrophe naturelle, le souverain a réagi avec une grande sollicitude pour garantir la protection de cette catégorie vulnérable de la population. Cette mesure phare s'inscrit, il faut le rappeler, dans le cadre du programme d'urgence lancé par le souverain pour répondre aux besoins immédiats des sinistrés et des catégories les plus touchées par le séisme. Ça traduit également la volonté de prévenir toutes les formes de vices, de dérives, d'exploitation auxquelles ces enfants pourront être exposés en raison de leur vulnérabilité et de la précarité de la situation. En garantissant justement l'accès à l'éducation, à la formation, à l'emploi, à la santé et à d'autres prestations sociales, le Maroc s'engage à leur offrir un avenir meilleur pour mieux résister aux tentations, malgré ces circonstances difficiles auxquelles ils ont été confrontés. Et il faut rappeler que la décision a été actée rapidement par Sa Majesté le Roi dans le cadre de la réunion de travail du 14 septembre 2023. Et comme on l'a souligné, il ne faut pas oublier que c'est une mesure exceptionnelle qui démontre justement cet engagement profond de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, envers cette enfance pour la protéger de tous les dangers. Nisrine Roudan, avocate au barreau de Casablanca, je vous remercie pour cet éclairage. Prenons à présent la direction de Marrakech qui accueille les travaux de la 3e édition du sommet World Power X2 Summit, un parterre de décideurs politiques, de leaders industriels, d'experts en recherche et d'innovateurs mondiaux y participent. L'occasion de braquer les projecteurs sur une nouvelle économie basée sur l'hydrogène vert. Plus d'explications avec Amina Allah, Mohamed Hassan Mskour et Dominique Orlando. On dit de l'hydrogène qu'il est vert dès l'instant où il est produit à partir d'énergies renouvelables telles que l'énergie solaire, l'énergie éolienne ou l'hydroélectricité. Il est donc présenté comme une alternative aux hydrocarbures fossiles et comme un levier pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de certains secteurs comme l'industrie et les transports. Pour les entreprises marocaines, il y a une opportunité à faire un échange de technologies avec les opérateurs qui ont déjà de l'expérience et aussi créer un écosystème au Maroc pour que cet hydrogène vert serve d'abord à verdir notre industrie et notre économie. Et depuis plus de 20 ans, nous avons une commission économie verte qui a anticipé sur ces changements climatiques et sur aussi la meilleure manière de pouvoir décarboner notre économie. Afin de rompre avec les sources d'énergie fossile pour remédier aux défis environnementaux et faire face aux enjeux liés au changement climatique, l'hydrogène vert se présente comme une opportunité réelle et le Maroc en est pleinement conscient. Je pense que le Maroc a une carte à jouer qui est vraiment très importante parce qu'aujourd'hui, une des sources les plus importantes pour le développement des projets hydrogène, c'est l'accès à des énergies renouvelables abondantes et compétitives. Et à ce titre-là, le Maroc est un acteur qui a internationalement un vrai rôle à jouer. Et aussi la proximité avec l'Europe, l'existence d'infrastructures liées avec les ambitions européennes en matière de transition énergétique, je pense, peuvent faire du Maroc un partenaire de choix dans la décarbonation des transports, la décarbonation de l'industrie, vraiment au sens très large du terme. Le World Power 2X Summit est une plateforme de premier plan pour catalyser un dialogue régional et international autour des opportunités et des défis de la chaîne de valeur industrielle, logistique et technologique de l'hydrogène vert ainsi que de ses applications. Et voilà, avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les couleurs du ciel. De fortes averses orageuses avec grêle locale et des rafales de vent sont prévues dans plusieurs provinces du royaume. Ces fortes averses orageuses oscilleront entre 20 et 30 mm et concerneront les provinces de Jrada, Figuig, Taourirt et Boulmen. Et nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.